il y a le pôle touristique culturel pour Dakar, pour Thiès, am na pôle tourisme te booy wax tourisme da nga koy considérer de manière holistique donc global nekk ci yeneen facteurs nekk ci alors ndax est-ce que pensez-vous que PSE c'est une version améliorée donc est-ce que autant pour moi vision 2050 c'est une version améliorée du PSE ou bien comme certains le suggèrent c'est un plagiat du PSE donc voilà merci. La raison, je rappelle que le Maroc met 380 milliards dans la promotion du tourisme. Le Maroc fait 7 000 milliards de recettes touristiques. 7 000 milliards, c'est le budget du Sénégal. Merci M. Kane. Moi, je veux revenir sur l'histoire de Aloukaï. Parce que vous avez parlé de la déconstruction des stéréotypes autour de Songo 6. Et je pense que c'est très important parce que les gens retiennent dans Aloukan un monsieur qui était là-bas, qui était un bandit. Donc le fait de revenir sur la déconstruction, c'est extrêmement important. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc je remercie les panélistes pour les brillantes expositions qu'ils viennent de nous servir. Donc je voudrais juste poser une question par rapport à Mamadou Kane, vu qu'il a développé dans la forêt de Aloukan. Et si nous constatons que cette forêt est une forêt très riche en matière de phosphate, en matière de bâtiments de construction. Et aujourd'hui, nous voyons des sociétés minières qui commencent à émerger dans cette zone. Est-ce qu'il y a des dispositions que l'État a prises pour que ce patrimoine matériel de disposition ne disparaisse pas? Ne disparaisse pas. Pourquoi? Parce que avec les sociétés minières, ce qui les intéresse, c'est l'exploitation. Vous trouvez un peu, et là, elles sont des destructrices de nature. Donc, il faudra vraiment prendre en compte ces dispositions. Étant donné que Thiès est la région la plus riche du point de vue des ressources minières au Sénégal. Bonjour. Oui, M. Kane a fait un exposé d'une très grande clarté. La question que je voudrais poser, ou en tout cas l'interpellation pour une prise en charge vraiment effective de la mise en tourisme de la culture qui devrait normalement créer de la valeur ajoutée. Cet aspect-là n'est pas très bien pris en compte par aussi bien les acteurs que par les décideurs. Alors moi je voudrais qu'il y ait une mention vraiment spéciale par rapport à cette dynamique de mise en œuvre de la culture dans le tourisme, mais en insistant sur le côté économique. Parce que vous avez parlé d'Aloukan, vous avez parlé du Campouin, comme a dit tout à l'heure M. Djigou, je crois, Diaby, voilà. Il faudrait que cet élément-là soit bien expliqué au niveau des acteurs du tourisme pour que la prise en charge économique puisse être effective. Parce que su fekkente ni bi cet aspect-là, on en prend comme un aspect narratif, mais il n'y a pas de retombée pour celui qui le fait. Alors que dans la composition du package touristique, il y a une manière de le valoriser, une manière de la monétiser, de façon à ce que ce narratif-là devienne un échange financier. Et c'est important. Deuxièmement, réponse par rapport à M. Wade pour le Kéboudienne. Le Kéboudienne a été codifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef cuisinier qui est en Belgique ou en France ou ailleurs peut juste se référer aux codifications justement du Kéboudienne pour réaliser son Kéboudienne tel qu'on le fait. Le SEDIC, souvent, vous ne réussissez pas parce que vous n'êtes pas dans le même contexte culturel dans lequel nous, on évolue avec le Kéboudienne que vous qui êtes là-bas. Bon. Beneen élément que je voulais rajouter, c'est par rapport à la mémoire. Il y a eu tellement de récits, on a tellement de faits. Madame Adambo a parlé tout à l'heure du site de Nder. Je donne l'exemple de Gorée. Mais Gorée, lui qui l'audace de Jondiaï, accompagné par les pouvoirs publics, mais Gorée n'aurait pas existé.
Gorée a joué un rôle infime dans la traite négrière. Et pourtant, aujourd'hui, il symbolise justement ce qu'est la mémoire de la traite négrière. Combien de touristes viennent à Gorée? Mais Gorée a joué un rôle vraiment dérisoire dans ce commerce triangulaire. Et aujourd'hui, il est justement le symbole de cette mémoire. Je vous remercie. Bon appétit, chers amis. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les panélistes et remercier particulièrement mon professeur M. Kane qui m'avait en master au niveau de l'UGB. Je pense qu'il a parlé d'une thématique assez importante, mais aussi qui me concerne parce que je suis de la région de Thiès, mais plus particulièrement je suis natif de Keur Moussa. Mais je pense qu'en parlant de Thiès, il a évoqué des sujets assez importants, mais surtout le récit avec Aloukaï. Tout récemment, il y a un reportage qui a été fait. Donc celui qui avait fait le reportage, c'est mon oncle direct, qui avait fait quand c'est mon grand-père en réalité. Donc on connaît bien l'histoire de Cagne au niveau de Thiès. Pour votre information, même le titre foncier de Cagne, donc c'est sous le nom de Sac. Donc ça, ce sont des informations de taille, mais également en parlant de la région de Thiès. Thiès, c'est une région importante, surtout en parlant de passion de Ndjegem, en parlant des communautés Safen, des communautés Palor, des communautés Ndout et le Nom. Surtout au niveau de Keur Moussa, que vous n'avez pas évoqué, avec la communauté Palor et la communauté Safen. Parce que aussi, il y a une jonction entre la communauté Safen et Palor. Parce que si vous prenez l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, les 110% des terres se trouvent au niveau de la commune de Keur Moussa. Et au niveau de Keur Moussa, il y a 22 villages qui parlent Palor. Donc cela montre qu'en réalité, donc, au niveau de Thiès, la majeure partie, quand on parle de la valorisation du patrimoine, surtout la communauté Palor est souvent réussie en rade. Mais aussi en parlant de PCI, je pense que M. Bokoum avait dit que lorsqu'on avait émis la convention de 2003 qui porte sur la valorisation du PCI, donc il avait dit que la convention de 2003 c'est une convention africaine. Mais malheureusement, l'Afrique ne s'en profite pas. Parce que tout récemment, on a vu que le PCI, qui est le patrimoine culturel immatériel, qui est classé sur la liste du patrimoine culturel immatériel, donc depuis lors, on avait le camp courant, on avait le foyer, donc tous ces éléments, alors que si nous prenons la Casamance, vous avez fait une interpellation à M. Omar Boyan, qui est le directeur du patrimoine, donc sur l'importance de valoriser d'autres éléments du PCI. Parce que si nous prenons la Casamance, nous avons Étoile, nous avons d'autres plats qui méritent d'être inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc cela montre qu'en réalité, il y a un travail qui doit être fait dans ce cas. Mais en termes de ressources humaines, au niveau de... Monsieur Sec, c'est bon, merci. On a beaucoup du déjeuner, on n'avait pas beaucoup de questions, mais elles ont foisonné et très pertinentes, enrichissant d'ailleurs ce qu'on vient de dire, parce qu'on a pris plusieurs exemples à titre illustratif. Et je sais que dans toutes nos localités, on peut en avoir davantage. C'est très intéressant et ça permet aux gens de découvrir ce qu'ils ne connaissent pas et qui se trouvent juste à côté. Donc il y a, je pense, un travail à faire en termes de communication, mais aussi surtout en termes de recherche et de collecte d'informations, parce qu'on risque effectivement de les perdre.
comme le modérateur l'a dit, la déperdition de ce patrimoine, parce qu'un patrimoine immatériel, on le perd facilement. Hein. C'est un patrimoine vivant, il faut le sauvegarder, il faut faire en sorte qu'il y ait une perpétuation de la pratique, ou bien utiliser maintenant les éléments qui nous permettent d'en garder au moins la mémoire. Et je pense que la technologie peut nous aider dans ce sens-là. Utilisons nos smartphones-là à préserver ce patrimoine, à interroger les personnes alors qu'il est encore temps, à prendre des images, n'est-ce pas, à pouvoir les garder. Bon, sur la question par rapport aux archives culturelles, je ne saurais, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il faudra voir au niveau de la direction des archives ou bien au niveau de la direction du patrimoine culturel. Bon, tout ce que je sais, c'est que quand même, de plus en plus, on commence à avoir des images, mais qui nous viennent de l'étranger, qui nous viennent de l'INAN. On a beaucoup d'images sur le Sénégal qui nous proviennent de l'INAN, l'Institut national d'audiovisuel de la France. Hein? Et je vous dis, si vous voulez comprendre le patrimoine africain, allez en France ou bien allez en Europe. Allez en Europe ou bien en France. Tous les documents sont là-bas. Hein? Les documents visuels comme les biens. Allez au musée du Quai Branly. Il n'y a plus rien chez nous dans nos pays. Il n'y a plus rien, tout est là-bas. Donc, d'où la question aussi de cette restitution des biens culturels. Et on ne sent pas l'Afrique dans cette question-là. C'est Macron qui prend des décisions, qui engage des experts, mais on ne voit pas l'Afrique. On ne voit pas cette coopération des pays africains en faveur. Parce qu'on leur donne raison, parce qu'ils nous disaient que oui, c'est les spécialistes qui le faisaient, cette demande-là. Nous voulons nos biens. Mais ils nous disaient, mais si on vous donne vos biens là, vous n'êtes pas capable de les conserver. C'est aussi vrai. Et on se rend compte que les gens ne sont pas prompts à aller les chercher. Pourquoi? Parce que ça demande de mettre en place des infrastructures et de former des gens et d'impliquer la communauté dans la gestion de ces biens-là. On a de vrais problèmes culturels, surtout de gouvernance culturelle au niveau de nos pays. On n'est pas à la hauteur du tout. Du tout. C'est quand même Jérémie,